Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler de l'avenir de la politique européenne de la concurrence avec mon invité Joseph Vogel, associé au sein du cabinet Vogel et Vogel. Ce sera dans quelques instants. On parlera ensuite des règles d'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise avec mon invité Diane Reboursier, console chez Auguste Debouzy. Et enfin, on parlera blocage des sites web liés à la contrefaçon et au piratage avec Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocat. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler politique européenne de la concurrence avec mon invité Joseph Vogel, associé fondateur au sein du cabinet Vogel et Vogel. Joseph Vogel, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur le regard que vous portez sur cette politique européenne de la concurrence. Écoutez, la politique européenne de concurrence est très importante puisque c'est une des principales politiques de l'Union européenne et face aux défis économiques et stratégiques et géoéconomiques auxquels l'Europe doit faire face, c'est une politique fondamentale. Et il est bon de s'y intéresser maintenant parce qu'il y a beaucoup de débats stratégiques sur la politique de concurrence. On a le rapport Letta, le rapport Draghi, qui d'ailleurs n'ont pas la même conception. Rapport Draghi dans le sens de la Commission traditionnelle, rapport Letta un peu plus disruptif. Donc il y a beaucoup de réformes également en cours, donc c'est la raison pour laquelle il faut s'y intéresser aujourd'hui. Donc votre émission tombe à pic. Vous évoquez justement l'avenir de la politique de la concurrence européenne avec ces deux rapports, des visions assez différentes. Quelle vision privilégier ? Alors, je pense qu'il y a des bonnes idées dans les deux rapports, des bonnes idées à prendre. Le rapport Draghi est peut-être moins pragmatique que le rapport Letta, mais il faut s'inspirer des deux rapports. Le rapport Letta, par exemple, a des solutions peut-être en termes de droit des concentrations qui sont plus libérales, plus novatrices. Je donne un exemple. Le rapport Letta considère que c'est pas normal qu'en Europe, il y ait 100 opérateurs de téléphonie pour l'Europe, alors qu'il n'y en a que 3 en Chine et 4 gros aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il admet peut-être une consolidation nationale. Oui, donc il y a un peu plus de pragmatisme. Quelles solutions concrètes on peut envisager en dehors de cette solution ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent émerger de ces rapports ? Alors, ces rapports, naturellement, ils posent un constat du décrochage de l'Europe, ils posent des objectifs, des plans d'action généraux. Il y a peu de mesures concrètes immédiates. Il y en a quelques-unes d'un point de vue juridique. Bon, par exemple, le rapport Letta, il propose un code européen des affaires. Ça, c'est une très bonne idée parce que actuellement, une entreprise, il faut qu'elle se renseigne sur 27 droits en Europe. Donc là, l'idée, c'est d'harmoniser les droits. Le droit des affaires par un seul code européen, ça serait une très bonne idée. Même s'il est optionnel, les parties pourraient choisir un droit unique pour l'ensemble de l'Europe. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une proposition concrète parmi d'autres. Mais sinon, c'est vrai que ça mériterait encore d'être complété par des feuilles de route plus concrètes. Est-ce que la sécurité juridique n'a pas été oubliée au sein de ces rapports, par exemple ? Alors oui, c'est peut-être un oubli parce que c'est des rapports qui sont tous les deux fondés sur l'efficience économique. D'ailleurs, ils ont une formation économique et peut-être ont-ils un peu omis le fait que la sécurité juridique et la prévisibilité sont également des outils d'efficience économique pour les entreprises, par le biais des incitations. Donc ça, peut-être, ça mérite d'être corrigé, mais nous, juristes, nous sommes là pour justement veiller au grain. Alors, ça fait 20 ans d'application du règlement 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Que pensez-vous de cette réforme ? Alors, la Commission a publié un staff working document récemment sur le règlement 1/2003. Les gens sont en général contents, satisfaits, les observateurs, les entreprises, de ce nouveau règlement. C'est vrai que le précédent système était arrivé à bout de souffle, on n'arrivait plus à gérer les notifications. Donc, ce règlement est une bonne chose, mais il a 20 ans, et 20 ans pour un règlement, c'est pas un âge de jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer ? En fait, la Commission considère que, et d'ailleurs Olivier Guersan, lors d'une conférence qu'il avait faite au Cercle Montesquieu à notre cabinet la semaine dernière,
a dit le principal problème du règlement 1/2003, c'est qu'il a été conçu dans un univers de papier. Certes, l'Internet existait déjà, mais on était encore dans un univers papier. Aujourd'hui, on est dans un univers digital. Quand on fait une enquête, c'est des millions de documents qu'il faut regarder, donc il faut adapter les procédures. Bien sûr. Je compléterai encore par un point, c'est que le droit de la concurrence est un droit de compliance maintenant. Donc il faut intérioriser le droit, il faut s'y préparer, il faut faire des programmes de conformité. Et ça mériterait que la confidentialité des avis des juristes d'entreprise soit reconnue. Donc ça, c'est un élément important, mais la Commission n'en est pas encore totalement convaincue. Alors, un mot sur la nouvelle communication de la Commission européenne sur la définition du marché pertinent. Est-ce qu'elle s'adapte aux nouvelles réalités économiques, selon vous? Alors oui, ils ont fait beaucoup de progrès. Alors la communication est beaucoup plus importante en volume. Bien sûr. Ils tiennent compte du numérique, du poids des géants des numériques. Tout ça, c'est très bien. Je trouve qu'ils laissent quand même encore un peu beaucoup de marge d'appréciation à la Commission. Donc c'est la Commission elle-même qui se donne des marges d'appréciation parce que ça lui permet peut-être de définir des marchés trop étroits, alors que l'Europe a besoin aujourd'hui pour nos entreprises de définitions plus larges de marché. Un autre aspect important, ce sont les nouvelles lignes directrices sur les abus d'exclusion. Est-ce qu'elles sont en phase avec la nouvelle jurisprudence européenne? Alors, excellente question, c'est-à-dire que ces nouvelles lignes directrices, elles posent des présomptions. Donc la Commission dit, si je constate ces faits-là, il y aura une présomption d'abus d'exclusion. Donc ça fait encore un obstacle pour les entreprises, puisqu'elles vont devoir prouver le contraire. Je trouve que ce n'est pas tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, parce que, par exemple, en matière d'accord d'exclusivité, dès lors qu'une entreprise a apporté des éléments pour montrer que son accord d'exclusivité était bon, c'est la Commission qui a la charge de la preuve. Donc là, il y a un certain renversement de la charge de la preuve. Et ce n'est pas conforme non plus à l'arrêt récent du tribunal, mais qui est tombé après, Google AdSense, de fin septembre 2024. Donc là, je pense que la copie de la Commission est à revoir, mais justement le mécanisme de consultation va permettre, je pense, de corriger ce problème. Alors un autre point important, le droit des ententes, on sait que c'est fondamental. Que pensez-vous de l'évolution du droit des ententes? Alors, sur le droit des ententes, bon, les textes sont récents, donc il n'y a pas de réforme à venir. Là, c'est plutôt la pratique décisionnelle qui mériterait peut-être d'être un peu corrigée. Pourquoi? Je trouve, en matière d'Internet, par exemple, je trouve qu'on protège encore trop les ventes par Internet, alors que l'Internet a gagné la bataille. Donc, c'est pas la peine de dire que la moindre petite restriction aux ventes par Internet est insupportable. Donc, là, il faudrait revoir ça. Et en matière de prix imposé, je trouve que le standard de prix imposé est beaucoup trop strict, à la fois en termes de preuves, en termes d'indices. Il faudrait déjà, et on ne sait pas très bien ce que c'est un prix imposé, donc là il faudrait être plus précis, je pense. Alors on va parler maintenant du contrôle des concentrations, notamment à la lumière de la jurisprudence Illumina Gray. Qu'est-ce que ça change justement dans le contrôle de la concentration, cette jurisprudence? Alors, c'est une petite révolution juridique, puisque la Cour de justice a finalement cassé la possibilité que s'était donnée la Commission d'être saisie de concentrations en dessous des seuils qui lui étaient transférés par les autorités nationales. Donc concentration en dessous à la fois des seuils communautaires et des seuils nationaux. C'est le nouvel article 22, c'est ça? Voilà, c'était la nouvelle interprétation par la Commission de l'article 22 sur le renvoi. Donc je trouve que l'arrêt de la Cour de justice est parfait pour la sécurité juridique, parce que si on a des seuils de contrôle, on ne va pas contrôler en dessous des seuils, c'est le bon sens et c'est la sécurité juridique. Donc c'est normal que la Commission se soit fait taper sur les doigts par la Cour de justice, et la Cour de justice a joué son rôle. Qu'est-ce qu'on doit en retenir pour l'évolution, pour la suite? Alors, bon, c'est un bon signal pour la sécurité juridique. On a un juge, et un juge qui intervient quand il pense que la sécurité juridique n'est pas assurée. Alors après, le problème, c'est que la Commission va peut-être réagir en voulant à nouveau contrôler sous les seuils, en changeant le règlement. Elle va essayer de reprendre le contrôle. Voilà. Donc, je trouve qu'elle devrait... moi, j'ai rien contre le fait qu'on contrôle les killer acquisition, mais par des seuils connus à l'avance, pas en dessous des seuils, parce que ça fait une insécurité juridique totale. Voilà. On va finir là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud.
On poursuit ce Lex Inside et on va parler des règles en vigueur concernant l'insertion des personnes en situation de handicap avec mon invité Diane Reboursier, console chez Auguste Debouzy. Diane, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des aspects juridiques concernant l'insertion des personnes en situation de handicap, un mot sur les chiffres actuels de l'emploi et du chômage des personnes en situation de handicap en France. Alors aujourd'hui, en 2024, 38% des personnes en situation de handicap sont en emploi. Alors ça paraît important, mais en réalité, c'est 2 fois moins que la population générale. Et elles sont 12% à être au chômage, ce qui là encore est bien plus que les chiffres des moyennes nationales. Et ce sont des publics qui sont souvent plus touchés par d'autres types d'absence d'emploi ou le temps partiel ou le chômage de longue durée. J'ajoute, c'est très important pour la suite de notre intervention, que ce sont des chiffres en trompe-l'œil, parce que les Pourquoi ? personnes qui sont RQTH ou qui pourraient y prétendre, souvent sous-déclarent RQTH parce que D'accord. soit risque de discrimination, soit on ne voit pas à quoi ça sert, soit encore qu'elles ne se vivent pas comme en situation de handicap, par exemple pour toutes les personnes qui ont des maladies invalidantes. On va évoquer maintenant les aspects juridiques. Quelles sont les principales obligations légales des entreprises s'agissant des personnes en situation de handicap et quelles sont les obligations concernant l'insertion de ces personnes? Alors, l'obligation que tous les employeurs connaissent quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui existe depuis 1987 en France, qui vous oblige en tant qu'entreprise, privée ou publique, depuis 2005, à employer 6% de personnes en situation de handicap. Alors, les chiffres actuels, on n'y est toujours pas. Pour les entreprises privées, on peine à être à 3,5%, donc bien loin des 6%, alors que les personnes en situation de handicap représentent 7% de la population active. Donc on n'est pas du tout encore à l'objectif. Peut-être des freins psychologiques encore? Beaucoup de freins psychologiques et beaucoup de mauvaises représentations des situations de handicap. Donc au-delà de cette obligation des 6%, on a plein d'obligations sur les bâtiments neufs, des places de parking. Donc ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce qu'une obligation que peu de gens connaissent, c'est l'obligation d'aménagement raisonnable du poste de travail, quelle que soit la situation. Concrètement? Alors ça peut être non pas que des rampes d'accès, ça peut être de trouver des solutions pratiques à des gens qui ont par exemple une maladie invalidante qui fait qu'ils sont en situation de handicap. Par exemple, vous avez du mal à rester debout assez longtemps, installer le poste de manière à pouvoir rester s'asseoir ou s'asseoir pour partie pendant une partie de votre temps de travail. Alors peut-être un mot aussi également sur les dispositions légales qui concernent les discriminations à l'embauche des personnes en situation de handicap. Quelles sont-elles? Alors, il n'y a pas de texte spécial dans le Code du travail. On est sur l'article L 1132-1 du Code du travail qui prohibe tout type de discrimination et qui vise en particulier la perte d'autonomie et le handicap. Donc il n'y a pas de sanction spécifique, c'est vraiment le texte général qui s'applique, mais qui s'applique beaucoup, car les discriminations liées au handicap sont le premier motif de saisine du défenseur des droits, par exemple. Alors un mot maintenant sur les sanctions. Quelles sont les sanctions encourues par les entreprises qui ne respecteraient pas les obligations dont vous avez parlé? Alors, alors ce n'est pas une sanction, mais c'est une contribution financière pour la règle des 6%. Si vous n'atteignez pas les 6%, vous payez une contribution financière à l'AGFIP. Quelle hauteur cette contribution? Alors, c'est un nombre de SMIC et ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Donc, ça peut vraiment varier d'une entreprise à l'autre. Il y a des possibilités de réduction de la contribution en finançant des aménagements pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour les bâtiments, il y a des sanctions pénales si le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ne réalisent pas les bonnes réalisations dans les locaux. Et enfin, pour tout ce qui est discrimination, donc là encore, c'est du pénal. Donc 45 000 € d'amende pour les personnes physiques, 3 ans d'emprisonnement, 225 000 € pour les personnes morales. Et surtout, vous avez tout le volet civil pour les discriminations. Donc une mesure discriminatoire est nulle. Donc typiquement pour un licenciement discriminatoire, le salarié peut demander l'annulation du licenciement, la nullité et sa réintégration dans l'entreprise. Donc, c'est pas neutre, c'est des vraies sanctions. C'est pas neutre, ce sont des vraies sanctions. Alors, passons maintenant aux droits de ces personnes en situation de handicap. Quels droits ont-ils? Alors, il faut vraiment se mettre dans une représentation que les mêmes droits que toutes les personnes, c'est le même Code du travail qui s'applique. Donc, comme pour tout salarié, vous avez une obligation de non-discrimination et vous avez un principe d'égalité de traitement. Et l'obligation d'aménagement raisonnable, c'est pour tendre vers l'égalité de traitement. Il y a quelques petites spécificités, mais c'est vraiment à la marge, c'est sur des suivis médicaux renforcés, c'est sur un doublement du préavis en cas de licenciement, mais tout le Code du travail s'applique pleinement.
Alors, un mot peut-être pour conclure, vous l'avez dit au début de cette émission, il y a beaucoup encore à faire pour intégrer ces personnes en situation de handicap. Comment sensibiliser les entreprises pour remédier à ce problème? Je pense que la principale chose à faire, avant tout, c'est de sensibiliser tout le monde et se former et comprendre le handicap en France. Par exemple, 80% des handicaps sont invisibles. On pense tous que c'est plutôt l'inverse en termes de chiffres. Donc, on a une mauvaise compréhension du handicap. Et on perçoit aussi mal que 85% des handicaps ne sont pas de naissance. Donc, ça veut dire que souvent, des personnes vont se retrouver en situation de handicap au cours, par exemple, de leur vie professionnelle. Donc, au-delà de l'intégration dans l'entreprise, il y a aussi le maintien dans l'emploi. Le mieux à faire pour une entreprise, c'est de contacter la GFIP pour faire déjà un bilan, de voir un peu où on en est, et d'avoir des attentes raisonnables pour aménager des postes de travail. Si on veut embaucher des salariés en situation de handicap, contacter Cap Emploi qui propose un certain nombre d'intégrations. Et pour la formation des salariés, il y a beaucoup d'outils sur le site de la GFIP pour se mettre en situation. Je vais donner un exemple très pratique. Par exemple, si vous avez un déficit auditif, placez les personnes dans une salle ou en réunion pour qu'elles puissent, par exemple, lire sur les lèvres. Bien sûr. Voilà, c'est plein de petits aspects auxquels on ne pense pas parce que quand on regarde les sondages, les salariés qui côtoient des personnes en situation de handicap voient que l'intégration est moins difficile que l'on ne croit. Et parfois, on pense que c'est impossible, ça va coûter très cher, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de mesures à faire pour améliorer la situation en France. Donc sensibiliser, former, mais est-ce que le droit peut également être un outil? Alors, le droit peut être un outil, par exemple, en poussant, en tout cas en essayant que les personnes se déclarent en RQTH. Ça peut aussi aider pour mieux prendre en compte leur situation. Par exemple, si vous avez un salarié qui a une maladie invalidante qui est souvent absent Bien ou qui sûr. doit avoir des aménagements, de pouvoir les prendre en compte pour améliorer la situation de tous. Est-ce que la jurisprudence vient compléter les règles légales régulièrement? Toujours, mais au-delà de la jurisprudence, il y a vraiment beaucoup de décisions du défenseur des droits, donc ce n'est pas une juridiction, mais beaucoup d'exemples pratiques, beaucoup aussi de guides pour donner des exemples de ce qui pourrait être des mesures utiles. Par exemple, vous avez des exemples en jurisprudence de personnes qui ne peuvent difficilement lever les bras, donc aménager le poste à hauteur raisonnable pour ces personnes. Bien sûr. Pour des personnes qui ont un déficit visuel, repeindre, changer la couleur parfois d'une armoire, c'est-à-dire qu'elle était bleue et la peindre grise aide les Parfois, c'est personnes. des choses simples. Ça peut être des choses très 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 simples. Il y a pas, on voit toujours l'aspect, les rampes d'accès, Bien sûr. les sanitaires dans un certain nombre ou les portes d'ascenseur, mais il y a vraiment une multitude de mesures qui doivent être mises en place dans les entreprises pour inclure tout le monde et trans-handicap ou les alertes sonores en cas d'incendie pour les gens qui ne les entendent pas avoir une alerte visuelle, par exemple, sur le poste de travail. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu Merci sur notre beaucoup. plateau. On va parler blocage des sites internet liés au piratage et à la contrefaçon avec mon invitée Anne-Marie Pecoraro, associée au sein du cabinet UGGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, il y a profusion de sites internet pirates qui sont aussi en matière de contrefaçon, qui rediffusent des contenus protégés par les droits d'auteur. On pense notamment aux sites d'événements sportifs qui diffusent des événements via le streaming. Quelles sont les bases juridiques qui permettent aux autorités ou aux ayants droit de demander le blocage de ces sites internet liés à la contrefaçon ou au piratage ? La loi a organisé progressivement dans le temps une série de textes sur lesquels il est intéressant de revoir l'historique. Tout d'abord, on a eu deux directives, des deux directives qui étaient relatives aux droits d'auteur, qui ont permis le principe du blocage. On a eu en France la loi qu'on appelait LCEN, qui a posé un texte général qui permet aux juges de donner des injonctions pour des diffusions en ligne qui sont de nature à créer des dommages. Mais au-delà de ce texte général qui peut être invoqué de la LCEN pour toutes les matières, y compris, on va voir si on rentre peut-être en détail sur ce point, pour le droit des marques,
il y a un historique beaucoup plus précis et efficace concernant le droit d'auteur. Alors, on a eu tout d'abord un article qui s'appelle L336.1, sur lequel il y a eu beaucoup de jurisprudence, ça s'est affiné, les durées ont été élaborées, modifiées, etc. On peut rentrer dans le détail de tout ça. Donc le droit s'est construit petit à petit. Ah, voilà, le droit s'est construit de manière vraiment structurée et de plus en plus efficace, malgré les obstacles et les difficultés techniques, sur la base de ce L336.1. Ensuite, une loi est venue renforcer le dispositif et pallier à quelques-unes des difficultés en créant des sanctions contre les sites miroirs et en mettant en place notamment une liste noire. Et enfin, nous sommes arrivés à ce texte du Code du sport que vous mentionnez. Donc ce texte, c'est dans le Code du sport qu'on trouve la possibilité pour les ayants droit, c'est-à-dire pour les organismes de télédiffusion et les ligues et fédérations sportives, bien sûr, de demander aux juges de bloquer selon un processus qui est plus adapté. Parce que dans le cadre de L336.1, même avec une certaine efficacité, les procédures prenaient un délai qui était peu adapté finalement au calendrier sportif. Voilà. Concrètement, comment les tribunaux décident-ils du blocage des sites pirates? Est-ce qu'il y a des critères, par exemple, spécifiques qui doivent être remplis? Ah oui, oui. Tout d'abord, on a une liste de critères dans la loi elle-même. Donc dans ce fameux L336.1, et on doit assurer et consolider la base légale et le contenu contrefaisant. Donc la première chose, c'est tout d'abord de démontrer qu'on est ayant droit, donc on a bien des droits sur le contenu dont il s'agit, et que ce contenu est bien contrefait. Alors ayant droit, ça peut être directement le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins, ça peut être aussi une société de gestion collective, et puis on l'a vu, ça peut être étendu, et puis ça peut être le CNC également pour le cinéma. Donc démontrer qu'on est ayant droit, que le contenu est contrefaisant, mais aussi démontrer que le site est massivement contrefaisant. Donc ça on peut le démontrer avec des analyses statistiques, démontrer que le contenu est accessible en France. Donc ça peut être constat d'huissier ou panachage entre constat d'huissier et rapport d'expertise privée, avec un contenu bien identifié. Voilà à peu près pour l'essentiel les conditions que le juge va vérifier, enfin évidemment toujours avec des adaptations concernant les contenus sportifs. Évoquons maintenant le rôle des fournisseurs d'accès Internet et des hébergeurs dans la lutte contre le piratage et la contrefaçon. Sont-ils généralement tenus responsables des contenus illicites qu'ils hébergent ou qu'ils permettent d'accéder directement? Alors, une règle que l'on connaît et qui s'est confirmée, tout d'abord concernant les hébergeurs, qui ne sont sur le principe pas responsables, en particulier, ne sont pas responsables tant qu'on n'a pas démontré qu'ils auraient eu connaissance du contenu contrefaisant, ou alors qu'une fois notifié, ils n'auraient pas agi promptement. Exactement. La règle va être à peu près la même pour les fournisseurs d'accès, mais à qui on demande quand même un peu plus de vigilance. Il n'y a pas d'obligation générale de surveillance. Globalement, en tout cas, il importe que les opérateurs économiques agissent promptement une fois qu'ils sont notifiés. Ça va être un peu le point de bascule. Alors revenons sur le rôle aussi des grosses plateformes. Maintenant, les contenus sont diffusés aussi sur les réseaux. Quelles sont les obligations aussi des plateformes de streaming ou de partage de contenu face aux demandes des ayants droit ou des autorités d'ailleurs? Oui. Alors, encore une fois, elles n'ont pas d'obligation générale de surveillance. Néanmoins, elles ont une obligation de coopération qui s'est renforcée au fil des textes, et en particulier à l'époque du DSA et dans leur relation actuelle avec l'Arcom. Alors, le premier point, c'est que désormais, ces plateformes sont responsables d'un acte de diffusion, donc elles doivent obtenir une autorisation, une licence au final. Et quelquefois, elles ne l'ont pas. Donc, tant qu'elles n'ont pas la licence, elles doivent avoir fait leurs meilleurs efforts pour obtenir une licence des ayants droit. Par exemple, une plateforme qui n'aurait pas les droits musicaux devrait démontrer qu'elle est en train de négocier de bonne foi avec la SACEM et les producteurs de phonogrammes. Et puis, elle doit aussi utiliser de manière diligente des mesures techniques d'identification. Donc ça, les mesures techniques, c'est quelque chose avec lesquelles les juristes travaillent depuis de nombreuses années, mais elles ont dû s'affiner.
Bien sûr. Et on a une plateforme comme YouTube, par exemple, qui a une mesure, enfin des mesures techniques d'identification sur la base des informations que donnent les ayants droit. En 2 mots, dans la mesure, les ayants droit doivent fournir des éléments d'information qui permettent à la mesure technique de reconnaître. Si on prend le blocage d'un site web, est-ce que c'est vraiment une mesure efficace pour lutter contre la contrefaçon ou le piratage? Est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on sait dire si c'est efficace? Oui. Les chiffres de l'ALPA démontrent une baisse du piratage que moi j'impute effectivement directement aux campagnes de blocage. Mais effectivement, il y a des moyens techniques de contourner et aussi des moyens qui sont opposés au contournement. Voilà. Vous évoquez justement la possibilité de contourner des sanctions de blocage, par exemple. Quelles sont les possibilités justement de sanctionner une nouvelle fois ces sites qui réapparaissent, des sites miroirs, alors qu'ils ont été bloqués? On voit réapparaître d'autres sites pirates. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à bloquer les sites miroirs ensuite qui sont créés? Concernant les sites miroirs, oui. C'est désormais facilité. Il est permis désormais sur la base d'une décision d'aller voir l'Arcom et de solliciter de l'Arcom que le blocage soit étendu à une liste de sites identiques. Donc ça, c'est déjà une première chose qui peut être faite. Je vais citer 2 jurisprudences qui ont été très utiles. Donc, une jurisprudence récente. Alors, les DNS, en 2 mots, c'est une sorte d'annuaire d'adresse IP. Par exemple, Orange va avoir le sien, et si on bloque un site dans l'annuaire d'Orange, il va bloquer sur ses DNS. Néanmoins, ça n'empêchera pas, comme c'est par défaut, ça n'empêchera pas un internaute d'avoir recours à des DNS alternatifs, par exemple de Google. Donc une décision a ordonné à Google également de bloquer. C'est un peu technique, mais c'est important parce que ça, c'est une jurisprudence qui ne permettrait plus, quand elle est appliquée aux internautes, de passer des VPN qui ont été bloqués, par exemple, chez un des fournisseurs d'accès français, pour passer chez les Google ou les alternatifs. Voilà, ça peut être un des exemples d'extension. Et deuxième jurisprudence, rapidement. Et l'autre, c'est concernant l'IPTV. Les sites ont connu des fermetures de systèmes IPTV, ce qui est quelque chose aussi qui va certainement affecter le marché compte tenu de la popularité de cette méthode. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.